Bonsoir, nous sommes le 4 février, c'est un jeudi 2021. Vous souvenez-vous de l'affaire O.J. Simpson? En américain O.J. Simpson, en français O.J. Simpson. Monsieur Simpson, une personne très connue dans le milieu du football américain, qui devient par la suite également une vedette de la télévision et du cinéma, est impliqué. Il est accusé d'un meurtre, d'un double meurtre, celui de son ex-épouse Nicole Brown Simpson et du compagnon actuel de cette femme, Monsieur Ron Goldman. Un long procès extrêmement, couvert par les journalistes a lieu et Monsieur Simpson est déclaré non coupable. Il est libre. Peu de temps après, la famille de Ron Goldman le poursuit devant un tribunal civil pour réparation du dommage causé. Ce jury unanime déclare M. Simpson coupable et le force à une restitution plus amende de 33 millions de dollars. La carrière de M. Simpson est terminée, sa vie aussi. On le prend sur le fait peu de temps plus tard dans une affaire de gangstérisme. On est aux États-Unis. Sur le plan pénal, M. Simpson a été exonéré. Sur le plan civil, on lui impose une pénalité financière d'un montant extraordinaire de 33 millions de dollars. Pourquoi la différence entre les deux décisions? Parce que la définition les instructions pour le jury sont différentes, en particulier que dans le cas d'une action en criminal justice, au pénal, le jury doit prendre sa décision au-delà de tout doute possible, ce qui permet des décisions différentes, divergentes, comme on l'a vu là. Et là, on est dans quelque chose qui est vraiment typiquement américain, c'est-à-dire que la personne croit s'en sortir et puis on la rattrape au tournant sur le plan civil et là, sa vie est terminée. Bien entendu, il ne doit pas faire de la prison, ce sont des amendes, ce sont des sommes extraordinaires à payer. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire, disons, le dernier mois de la présidence de M. Donald Trump, qui avait dit depuis des années qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat d'une élection présidentielle dont il ne serait pas le vainqueur, dont il a dit que tout vote par correspondance serait frauduleux et donc il ne le reconnaîtrait pas. Et donc il avait annoncé longtemps à l'avance qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat de l'élection présidentielle et qui a répété, et qui répète encore, paraît-il, que l'élection était frauduleuse, qu'il avait en fait gagné par un raz-de-marée. Un certain nombre de personnes, son avocat particulier, Monsieur Rudy Giuliani, ancien maire de New York, une certaine dame qui s'appelle Sidney Powell, n'ont pas arrêté de répéter qu'effectivement les élections avaient été truquées et ils avaient trouvé un canal favorable sous la forme de Fox News, d'une station de télévision par câble. Et ensuite, quand Fox News a commencé à prendre un petit peu ses distances, les amis de Trump ont trouvé à parler sur d'autres canaux de télévision. Il y a quelques jours, la compagnie qui fabrique les machines qui enregistrent les votes a déposé une plainte pour demandant une compensation de l'ordre de 2 milliards de dollars pour le dommage à sa réputation, pour les menaces de mort dont ont été les victimes des membres des représentants de sa compagnie à l'instigation de Trump et avec la bénédiction des canaux, des chaînes de télévision qui accueillaient ses partisans et qui le laissaient parler lui-même à satiété. 2 milliards de dollars contre ces compagnies. Et ce soir, c'est une compagnie qui ne fabriquait pas non les machines, mais
le logiciel qui dépose elle aussi une plainte pour 2 milliards de dollars contre la chaîne Fox News et contre M. Giuliani et Mme Sidney Powell. C'est-à-dire que ce système américain qui produit des décisions différentes au pénal et au civil, mais qui, comme vous le savez, permet des compensations, des dommages-intérêts de montants tout à fait extraordinaires. Je vous ai raconté une fois, un jour, pourquoi ces montants extraordinaires. Je vous le rappelle rapidement. On avait constaté aux États-Unis que dans des affaires où des personnes avaient été lésées, des compensations, des dommages-intérêts étaient calculés en fonction des revenus de la personne, des revenus que cette personne avait pu perdre à la suite du dommage qu'elle avait subi. Et que comme mon affaire aux États-Unis, selon que la victime était une personne appartenant à la minorité afro-américaine ou était une personne blanche, appartenant à la majorité blanche, les sommes du coup avaient des montants tout à fait ridiculement disproportionnés. Donc on a décidé de faire le même type de calcul indépendamment des revenus de la personne lésée dans cette affaire. Et c'est ce qui explique que par une surenchère successive, les montants sont arrivés à les montants des compensations de dommages et intérêts réclamés, en tout cas, sur des montants tout à fait considérables, comme ce 2 milliards de dollars réclamés par ces deux compagnies, l'une donc de hardware, de quincaillerie en français, et de software, de logiciel de l'autre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça nous donne un petit peu, je dirais, il y a un pronostic là, un pronostic sur ce qui va se passer avec M. Trump et avec ses amis, ses partisans, tout au moins au niveau de l'équipe. Mais peut-être pas uniquement de l'équipe, peut-être aussi de tous les gens qui se sont, rendus coupables de quelque chose, en particulier dans le cas de cette invasion, de cet assaut sur le Capitole récemment. Parce que je peux imaginer des choses suivantes. La chose suivante, par exemple, que lors du deuxième impeachment, la deuxième destitution de M. Trump, il est possible que cela échoue encore au niveau du Sénat. Mais il est possible aussi que dans les différentes actions qui vont encore avoir lieu, que des peines, que des dommages-intérêts d'un montant tout à fait considérable soient accordés à des gens qui déposeraient plainte envers M. Trump ici ou là au niveau du civil. Et on peut imaginer aussi, et là je vais vous dire quelque chose qui va paraître une caricature, mais j'ai l'habitude que quand je vous fais des caricatures comme ça, il se fait que ça se vérifie peu de temps plus tard. On peut imaginer que quelqu'un, par exemple, qui soit allé lors de l'invasion du Capitole, qui soit allé dans le bureau de Mme Pelosi, et qui ait volé, par exemple, son ordinateur, et qui, dans le but de le vendre aux renseignements russes, c'est pas, je ne dis pas ça, c'est pas un cas imaginaire, ça passait véritablement comme ça, ou que quelqu'un qui ait volé un objet dans le bureau de Mme Pelosi, il n'est pas impossible qu'au pénal, cette personne en sorte pas mal du tout, mais qu'on lui réclame par la suite 2 millions pour l'ordinateur qui a été volé ou 3 millions pour un objet quelconque qui se trouvait là en raison de la valeur sentimentale que cet objet avait avait aux yeux de Madame Pelosi. Comme je vous dis, ça a l'air d'une plaisanterie, ça, mais je connais bien les États-Unis. J'ai habité 12 ans, j'ai des liens familiaux et autres, un très grand intérêt pour ce pays au fil des années, et je ne serais pas étonné qu'il se passe des choses de cet ordre-là. Voilà, allez, on se retrouvera quand ces choses-là seront dans l'actualité.